Ogadel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, des images de grande ferveur nous parviennent du mont Arafat où des millions de fidèles musulmans se sont rassemblés aujourd'hui pour vivre la journée la plus importante du Hajj, 5e pilier de l'islam. Et puis renforcement des relations algéro-biélorusses. En visite officielle en Biélorussie, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, reçu ce mardi par le président Alexandre Loukachenko. De nouvelles frappes américaines au sud de l'Iran viennent briser la fragile trêve au Moyen-Orient. Le guide suprême iranien promet que les États-Unis n'auront plus de refuge sûr dans la région. Et enfin, l'acharnement se poursuit. Benyamin Netanyahou annonce intensifier ses agressions contre le Liban. Au moins 11 personnes sont tombées en martyrs et 15 autres ont été blessées lundi soir dans une frappe à l'est du pays. Bonsoir à toutes et à tous, on ouvre cette édition avec les images qui nous parviennent en direct de Mina en Arabie Saoudite où les pèlerins sont encore très nombreux sur place à accomplir les rituels du Hajj, 5e pilier de l'islam. On parle là de plusieurs millions de pèlerins qui viennent des 4 coins du monde pour accomplir les rituels du Hajj. Les tekbirat plutôt des pèlerins se poursuivent d'ailleurs en ce moment même, comme vous pouvez le voir sur ces images en direct de Mina en Arabie Saoudite. Plus tôt dans la journée, à Arafat, près de la Mecque, des millions de fidèles musulmans se sont rassemblés pour vivre la journée la plus importante du Hajj. Entre prières, invocations et recueillements, les pèlerins accomplissent un rite considéré comme le cœur même du pèlerinage musulman. Les détails avec Maria Chouya. C'est le cœur battant du pèlerinage. Sur le mont Arafat, des millions de fidèles venus des 4 coins du monde se sont réunis aujourd'hui, après avoir passé la nuit à Mina pour accomplir cette étape centrale du Hajj, la station ou el-Wuqouf, une journée consacrée au recueillement, à la prière et aux invocations. Dès les premières heures de la journée, une foule immense de pèlerins vêtus de l'ihram, symbole d'égalité et d'humilité, a convergé vers la plaine de Arafat. Selon la tradition islamique, c'est sur cette terre sacrée que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a prononcé son dernier serment. De midi jusqu'au coucher du soleil, les fidèles se sont recueillis à Arafat, accomplissant un rite indispensable à la validité du pèlerinage. Tout au long de la journée, les mains étaient levées vers le ciel. Chacun formulait ses demandes, ses espoirs et ses vœux de pardon dans une atmosphère empreinte d'émotion et de spiritualité. C'est un sentiment difficilement descriptible, celui que Dieu nous a accordé la chance d'atteindre ce lieu, de visiter l'endroit même où le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, s'est rendu. C'est une immense bénédiction et une grâce divine. Louange à Allah. Après le coucher du soleil, les pèlerins quittent Arafat comme ils y sont venus, les mains levées, les cœurs allégés, dans l'espoir d'un pardon et d'un renouveau intérieur. Cette étape majeure du Hajj demeure pour les pèlerins l'un des moments les plus marquants de leur vie.
Sans transition, on en parlait également tout à l'heure en titre, le président de l'Assemblée populaire nationale algérienne, Brahim Bourali, a été reçu ce mardi à Minsk par le président de la République de Biélorussie, Alexandre Loukachenko. Ce dernier a affirmé que son pays était pleinement ouvert à l'Algérie et aspirait à bâtir avec elle des relations avancées et solides qui pourraient figurer parmi les meilleures à l'échelle du continent africain. Je souhaite que les résultats de sa visite soient fructueux sur le plan professionnel. Nous sommes absolument ouverts à l'égard de votre pays et nous voulons nouer des relations très avancées et sérieuses avec vous, peut-être même les meilleures de toute l'Afrique. Vous savez que dans le nord, le centre et le sud de l'Afrique, nous avons des partenaires avec lesquels nous souhaitons collaborer et ce serait excellent que l'Algérie soit l'un des pays les plus importants. Lors de mes discussions avec le président algérien, j'ai été convaincu que les économies de nos deux pays sont complémentaires et que nous pouvons développer les secteurs dont nous avons besoin. Dans ce contexte, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a exprimé sa profonde gratitude au président algérien Abdelmajid Tebboune et à l'Algérie, saluant le rôle important que joue cette dernière au niveau régional et international. Le président biélorusse s'est également félicité de la convergence des positions des deux pays sur les questions internationales d'intérêt commun, saluant le niveau de coordination et de dialogue entre eux. La plus grande impression qui reste dans mon esprit sur l'Algérie, c'est ma rencontre avec le président algérien. Il m'impressionne, c'est un homme très expérimenté. Je pense que nous pouvons réaliser ensemble plusieurs projets avec sa politique actuelle. Merci de lui adresser mes salutations les plus sincères. Par ailleurs, le président de l'APN, Brahim Bourali, a salué la convergence de vues existantes entre les deux pays sur la cause palestinienne qui représente une question centrale et fondamentale pour l'Algérie, ainsi que leur position commune sur la justice et l'équité et leur attachement aux valeurs du non-alignement. Le président du Parlement panafricain, Fatah Boutbouig, a mis en garde contre ce qu'il a qualifié d'entité étrangère qui, selon lui, menace l'unité du continent africain au service d'intérêts extérieurs. Dans un entretien exclusif accordé à Al24 News, Fatah Boutbouig, fraîchement élu, a affirmé que l'Afrique est devenue la cible de nombreux acteurs qu'il a décrits comme des lobbies, des groupes de pays et des pays agissant dans le cadre de politiques internationales injustes, soulignant dans ce sens la nécessité d'une union continentale pour faire face à ces défis. La République arabe sahraoui est membre fondateur de l'Union africaine, jouissant de pleines prérogatives. Par conséquent, sa présence au sein du Parlement africain est une présence légale et établie depuis la fondation même de l'Union africaine. Elle dispose des mêmes droits et est soumise aux mêmes obligations que tous les autres membres du continent africain. Aujourd'hui, en tant que Parlement africain, nous œuvrons pour une application saine des lois de la communauté internationale. Nous aspirons à une solidarité réelle, ancrée dans notre passé commun et dans une réalité humaine qui se doit de refléter la vision humanitaire de la communauté internationale elle-même. Cela découle également des souffrances de ce peuple qui lutte et plaide de sa cause depuis 50 ans dans de nombreux forums et occasions, tout en vivant une réalité profondément regrettable. C'est pourquoi il incombe désormais à l'Organisation des Nations Unies et à ses mécanismes de porter un regard sur ce peuple à travers les instruments établis dans le cadre des principes fondamentaux, des droits de l'homme et des principes universellement reconnus. La loi sur la criminalisation du colonialisme français a été évoquée également par le président du Parlement africain lors de cet entretien, déclarant que l'adoption par l'Algérie de cette dernière est un message de souveraineté clair adressé aux pays africains qui souffrent encore des conséquences du colonialisme.
La loi criminalisant le colonialisme est une fierté pour l'Algérie, mais elle constitue également un message, un symbole et un principe adressé à tous les pays africains qui souffrent encore aujourd'hui des séquelles du colonialisme. Certains pays voient encore leur budget et leurs finances otages de régimes situés en dehors du continent africain. Les politiques économiques et sociales de certains États restent tributaires de dynamiques internationales qui se trament ailleurs. Plusieurs régimes du continent africain se débattent encore, je dirais même qu'ils sont les otages de politiques financières injustes. Concernant l'Union africaine, nous avons vu l'année dernière des discussions sur la justice réparatrice. Que dire aux familles et que dire aux personnes tombées victimes des répercussions de cette agression coloniale? Que dire de ces crimes qui subsistent encore, des crimes liés aux armes destructrices et aux armes nucléaires qui continuent de propager leur poison? Jusqu'à présent, il y a des mutilés, des personnes handicapées et des impacts durables sur la santé et sur l'environnement. À ce jour, le colonialisme n'a pas reconnu ces crimes et n'a apporté aucune solution pour en atténuer les effets sur le terrain. Certains vont même jusqu'à se vanter de cette époque. Il est certain que la loi criminalisant le colonialisme fait partie intégrante de la souveraineté pour laquelle les martyrs et les moudjahidines ont œuvré et se sont sacrifiés. Il est certain que la souveraineté, l'intégrité et la dignité des peuples découlent de la souveraineté et de l'inviolabilité de ce que ces peuples espèrent et aspirent à réaliser. Un avenir fondé sur la vision. Et n'en déplaise à certains, Fatah Boutbig a considéré l'élection de l'Algérie à la tête de l'instance continentale comme une preuve et une reconnaissance de son statut sur le continent, de son rôle diplomatique ouvert et du soin que le président algérien Abdelmejid Tebboune apporte à servir les intérêts de l'Afrique, contrairement à certaines entités fonctionnelles qui exportent les crises et alimentent les situations sur le continent, selon ses propres termes. On écoute. En réalité, l'élection à la tête de ce Parlement est un acquis pour l'Algérie. J'ai dit qu'il ne s'agissait pas du couronnement d'une personne, mais plutôt d'une reconnaissance supplémentaire qui s'ajoute à celle de la place que l'Algérie occupe aujourd'hui, portée par une précieuse confiance de la part de ses frères et amis. Cela reflète le niveau des ambitions et des efforts menés par l'Algérie dans le cadre d'une diplomatie d'ouverture, particulièrement à l'égard du continent africain, sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République, Abdelmejid Tebboune, et de l'intérêt qu'il porte au service du continent africain en jetant des ponts de coopération et en s'efforçant d'exporter la sécurité, la paix, le dialogue et le travail conjoints pour un développement juste et équitable. À l'inverse de certaines entités et pays qui cherchent à exporter des crises, à créer des foyers de tension et à attiser des discordes afin d'aggraver la situation, trouvant ainsi un prétexte pour l'intrusion de forces étrangères ou d'ingérences extérieures qui souhaitent exploiter les richesses et la dignité des pays. On reste en Afrique 3 jours après le limogeage d'Ousmane Sonko. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a nommé l'économiste Amadou Alamino Lo au poste de Premier ministre. Ancien de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, il tiendra donc les rênes du gouvernement sénégalais selon un décret lu à la télévision publique sénégalaise. En ces moments cruciaux de la nation, de la vie de la nation, nous devons tous être conscients du contexte d'urgence dans lequel se trouve notre pays, notamment la situation des finances publiques avec ses impacts sur l'économie, les impacts immédiats de la crise du Moyen-Orient sur les prix des produits énergétiques et ce retardé, mais manifeste, sur beaucoup de produits. Je voudrais par ailleurs rassurer le secteur privé local, les partenaires techniques et financiers, et les investisseurs étrangers. Le Sénégal est un pays sûr et fiable et entend le rester. Cette charge de conduite et de coordination de l'action gouvernementale que j'ai acceptée avec humilité, mais détermination, repose sur la conviction fondamentale que seuls les intérêts du pays ont toujours guidé les décisions du président de la République dans la marche de l'État. Et sitôt parti, sitôt revenu, 4 jours après avoir été limogé de sa fonction de Premier ministre, Ousmane Sonko a été élu ce mardi à la tête de l'Assemblée nationale lors d'une réunion boycottée par l'opposition qui dénonce, je cite, un coup d'État constitutionnel. Ce dernier revient donc en force au Parlement, largement élu grâce à la majorité dont dispose son parti PASTEF.
Crise sanitaire, la République démocratique du Congo toujours confrontée à une épidémie d'Ebola extrêmement grave et difficile à gérer. C'est l'alerte lancée lundi par l'Organisation mondiale de la santé appelant les pays voisins à agir immédiatement. Pour rappel, la RDC a déclaré le 15 mai dernier une épidémie de maladie Ebola. Elle est la 17e qui touche le pays et n'est pas sans conséquences pour son économie. L'Ouganda c'est notre pays voisin, je le rappelle, et la ville de Bunia, c'est pas trop loin de la frontière en fait. Et ça vient de décréter 2 semaines sans transport en commun. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de circulation en fait. On ouvre à présent notre dossier guerre au Moyen-Orient. Le commandement central des États-Unis a annoncé avoir mené des attaques contre des prétendus sites de lancement de missiles dans le sud de l'Iran, ainsi que contre des supposées embarcations qui tentaient de poser des mines. Le porte-parole du CENTCOM, Tim Hawkins, a déclaré dans un communiqué que ces frappes étaient défensives, précisant, je cite, que les cibles incluaient des sites de lancement de missiles et des bateaux tentant donc de poser des mines. Et pour sa part, le guide suprême iranien, l'ayatollah Mujtaba Khamenei, a déclaré ce mardi que les puissances du Golfe ne serviraient plus de bouclier aux bases américaines et que les États-Unis n'auraient, je cite, plus de refuge sûr dans la région, alors que Téhéran et Washington discutent toujours d'un cadre pour mettre fin à leur guerre qui dure déjà depuis 3 mois. Ce qui est certain à cet égard, la coopération des pays islamiques, c'est que le temps est irréversible et que les nations et les territoires de la région ne serviront plus de bouclier aux bases américaines. De plus, l'Amérique n'aura plus de refuge sûr dans la région pour ses activités malveillantes et l'établissement de bases militaires, et s'éloignera chaque jour davantage de sa position antérieure. Le régime sioniste, chancelant lui aussi, se rapprochera de la fin de son existence funeste. Par la grâce de Dieu et conformément à la déclaration décisive et visionnaire faite il y a 10 ans par le grand leader martyr, que son âme repose en paix, ils ne vivront pas 25 ans de plus si Dieu le veut. Et le corps des gardiens de la révolution iranienne a déclaré ce mardi avoir abattu un drone américain MQ-9 après que celui-ci soit entré dans l'espace aérien iranien. Dans un communiqué diffusé par la chaîne de télévision d'État iranienne IRIB, le département des relations publiques des gardiens de la révolution a également affirmé avoir repoussé des avions américains supplémentaires, avertissant qu'il répondrait à toute nouvelle violation de son territoire aux violations du cessez-le-feu. Et justement, la reprise des frappes américaines après plusieurs semaines de trêve porte un coup de massue aux apparents progrès dans les négociations pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient. Dans les rues, les Iraniens, eux, restent très sceptiques. Madame Zenzitouni. De nouvelles frappes américaines sur les territoires iraniens viennent une nouvelle fois jeter un pavé dans la mare et mettre à mal des négociations déjà laborieuses. L'armée américaine a mené des frappes dans la nuit de lundi à mardi sur des prétendus sites de lancement de missiles et des navires dans le sud de l'Iran. Ces frappes américaines interviennent après des semaines de blocage et de menaces, ponctuées de déclarations contradictoires concernant l'avancée des pourparlers. Allahu Akbar! Le cours des gardiens de la révolution islamique iranien a d'ailleurs déclaré ce mardi se réserver le droit légitime et définitif de riposter à toute violation du cessez-le-feu par les États-Unis, ajoutant que ses unités de défense aérienne avaient abattu un drone américain MK9 et tiré sur un avion de chasse qui avait pénétré dans l'espace aérien iranien. Ces dernières semaines, l'Iran n'a eu de cesse de dénoncer les incohérences des États-Unis. Ce mardi, le porte-parole du gouvernement iranien, Fatemeh Mohajerani, a une nouvelle fois dénoncé les incohérences et les contradictions américaines lors d'une conférence de presse. Ce n'est pas la première fois que nous constatons ces contradictions de la part des États-Unis. En fait, l'un des problèmes que rencontrent nos négociations réside dans ces incohérences et contradictions de leur comportement. Ce n'est pas un problème nouveau.
Au milieu de ce tumulte, la population iranienne reste sceptique et prudente quant à un cessez-le-feu et dit ne pas croire réellement en un accord définitif et stable. À mon avis, un accord temporaire est possible, mais il est permis de douter que cet accord temporaire débouche sur un accord définitif et instaure la paix. Les autorités doivent absolument maintenir la vigilance et la prudence nécessaires. Il vaut mieux ne pas conclure d'accord, poursuivant notre propre chemin. Les politiciens devraient prendre leurs décisions dans leur groupe de réflexion et ne pas tenir compte des États-Unis ni de leur accord, car ils ne respectent jamais leurs engagements. Cela a été évident durant cette période. Les attaques américaines de cette nuit contre l'Iran interviennent alors qu'un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 8 avril dernier et que les deux parties tentent sous l'égide du Pakistan de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre et rouvrir le détroit d'Ormuz. Le président iranien Massoud Pezeshkian a salué ce mardi les capacités défensives de l'armée iranienne après que les États-Unis aient mené ce qu'ils ont qualifié de frappe défensive dans le sud du pays en violation flagrante donc du fragile accord de trêve. On écoute. Les agresseurs de l'islam n'imaginaient pas que nos forces armées, notre puissance défensive, notre système offensif puissent accomplir de tels exploits. Ce fut une surprise totale pour eux tous. Durant la guerre du Ramadan, nous avons mis au point une technologie qui a permis de cibler environ 210 avions ennemis et bien sûr avec la permission d'Allah et de leurs propres aveux, nous avons pu infliger à l'ennemi plus de 7 milliards de dollars de dommages rien que sur ce point. De son côté, le ministre iranien de la Défense, Majid Ibn al-Reza, a précisé que l'industrie de la défense maîtrisait parfaitement la technologie adéquate pour cibler et endommager les F-35 et avions furtifs ennemis. Le ciblage des avions furtifs ennemis figurait parmi les priorités de nos chers collègues de l'industrie de la défense dès le début de la guerre du Ramadan. En moins de 10 jours, nous avons maîtrisé la technologie qui nous a permis d'infliger de sérieux dégâts aux F-35 et aux avions de pointe ennemis. En parallèle, la Chine s'est dit disposée à continuer de jouer un rôle constructif dans le règlement politique et diplomatique de la question nucléaire iranienne. C'est ce qu'a déclaré ce mardi Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, ajoutant que Pékin a maintenu un dialogue étroit avec toutes les parties concernées et s'est activement employé à promouvoir un cessez-le-feu et la paix. Et le sioniste Benyamin Netanyahou compte donc intensifier ses frappes au Liban. Les propos du chef du gouvernement d'occupation sioniste ont semé la peur dans certains quartiers de la capitale libanaise où de nombreux habitants, notamment de la banlieue sud de Beyrouth, ont dû fuir pendant la nuit, alors que de plus en plus de Libanais tombent en martyrs dans le sud du pays. Sohila Kilala. Un gros bruit d'explosion, un corps humain éjecté dans le ciel, accompagné d'un gros panache de fumée noire. Lundi, une succession de bombardements sionistes a touché le sud du Liban, notamment Tyr, Rachidiyeh et Nabatieh. Une intensification des frappes ordonnée par le premier ministre d'occupation sioniste, le dit Netanyahou, malgré le cessez-le-feu en vigueur. L'escalade sioniste dans le sud du Liban et les menaces proférées par le dit Netanyahou ont fait naître un mouvement de panique chez les citoyens. Les déplacés, qui occupent depuis des mois des tentes sur le front de mer de Beyrouth, ont vu déferler une vague de personnes fuyant les banlieues sud de la capitale dans la nuit de lundi à mardi. À cause des menaces, il y a eu un important déplacement de population. Ils sont tous venus ici. Il y avait des enfants, des adultes, des personnes âgées. Les gens ont fui tous les quartiers de Vahia et sont venus ici. La nuit dernière, les tentes vides se sont remplies et les trottoirs du bord de mer étaient bondés. Même si dans les rues et les quartiers animés de Beyrouth, tout semble normal en apparence, les Beyrouthins, eux, s'inquiètent et restent à l'affût de la moindre information ou d'éventuels avertissements d'évacuation. Certains auraient déjà fui. Les gens vivent dans la peur au quotidien, leur vie est en suspens. En prononçant quelques mots à la télévision,
Netanyahou sème la panique et pousse tout le monde à fuir son domicile. Le cessez-le-feu doit concerner tout le Liban. Toutes les frappes doivent cesser pour qu'il soit considéré comme un cessez-le-feu. Le sud du pays ne fait-il pas partie du territoire libanais? C'est inacceptable. Ces attaques accrues sur le sud et l'est du Liban surviennent 3 jours avant une rencontre prévue à Washington entre des délégations militaires libanaises et sionistes pour des pourparlers directs visant à réduire les tensions dans la région. Mais vu la tournure des événements, la fin de l'agression sioniste ne semble pas proche. Et toujours pas d'accalmie à Gaza, au moins 7 citoyens palestiniens sont tombés en martyrs ce mardi dans 2 attaques menées par l'occupation sioniste dans la bande de Gaza. Selon les autorités palestiniennes de la santé, le bilan s'élève donc ce mardi à 72 797 martyrs et 172 821 blessés. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fête de l'Aïd à toutes et à tous. Au revoir.